Donc, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'introduire cette conférence et je vous prie d'excuser Hervé Héry, donc, qui est vice-président au numérique sur Quimper-Bretagne occidentale, mais qui ne pouvait pas être présent ce soir, donc qui m'a chargé de le remplacer puisque j'avais cette délégation jusqu'en décembre 2016. Voilà, donc il est important aujourd'hui de mettre l'accent sur l'importance que nous attachons au désenclavement du numérique sur un territoire qui est au bout du monde, même si effectivement l'Express titrait la semaine dernière le Quimper comme étant la deuxième ville de France où il fait bon vivre, on est quand même très loin et le désenclavement via le numérique fait partie de nos priorités. Avec Hermineo, donc, dès 2006, nous avions doté le territoire d'un réseau de fibres à très haut débit, donc d'un réseau public qui s'adresse aujourd'hui prioritairement aux zones d'activité et aux entreprises. L'an dernier, en investissant près de 4 millions d'euros sur le développement de ce réseau-là vers les établissements publics du territoire, nous avons encore mis l'accent sur le déploiement de la fibre pour les services à la population. Les 10 années d'expérience, d'innovation, de développement et de dynamique d'entreprise de Quimper-Bretagne occidentale ont été marquées en 2016 par l'obtention du label French Tech. Là, vous en avez le logo là, avec la French Tech Brest Plus, puisque nous avons labellisé notre territoire en partenariat avec la métropole de Brest, mais aussi avec Morlaix et Lannion. Alors et nous poursuivons cette démarche aujourd'hui, donc avec les technopoles qui sont présentes sur le territoire. Il y en a 3, avec les incubateurs, avec des événements fédérateurs de projets innovants, tels que la West Web Valley, que vous connaissez donc sûrement, puisque c'est organisé notamment avec le Festival des Vieilles Charrues, mais aussi avec Ticket to Pitch, West Startup. Durant ces 4 dernières années, c'est 4,7 millions d'euros qui ont été levés par les startups. Aujourd'hui, le territoire de la French Tech de l'Ouest Breston représente 9 110 emplois directement liés au numérique, auxquels doivent s'ajouter les emplois indirects des différentes filières. L'outil numérique est indispensable à notre territoire. Son déploiement est de notre responsabilité d'élus. Nous sommes également vigilants à ce que son usage soit bénéfique et que les risques qui y sont associés soient maîtrisés. C'est la raison du thème de ce soir dans le cadre des rencontres d'Hermineo, c'est lutter contre la cybercriminalité. Les intervenants qui sont présents vous donneront évidemment des éléments précis sur ces risques et sur les conduites à tenir. Mais quelques chiffres quand même qui montrent à quel point la cybercriminalité aujourd'hui est un marché nuisible. 51% de hausse en 2015. 65% des incidents sont dus à ce qu'on appelle le phishing, donc en lien avec les boîtes mail. 81% des entreprises ont subi une attaque en 2015. Alors ça, pour un coût moyen, quand une entreprise est attaquée, aujourd'hui on estime un coût moyen de rétablissement de l'ordre numérique dans l'entreprise autour de 800 000 euros. Il y a eu 5 fois plus d'attaques en février 2016 par rapport au mois précédent. Donc on voit quand même que c'est un phénomène extrêmement croissant. Et les budgets de défense des entreprises ont augmenté de 29%. Donc là aussi, on voit un marché important tant pour les entreprises que pour les sociétés qui aujourd'hui s'occupent des attaques et des défenses. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous me disiez que l'écosystème est extrêmement riche dans ce domaine-là. Et quand on interroge les entreprises, mais vous avez sans doute aussi ces chiffres-là en tête, c'est plus de 50% des entreprises aujourd'hui qui se sentent vulnérables par rapport aux attaques de cybercriminalité. Alors il y a aussi des piratages, on le voit maintenant avec des demandes de rançon, donc on voit que la cybercriminalité a beaucoup d'imagination et qu'il est donc extrêmement urgent et important pour nous de se protéger, les entreprises, les collectivités également bien entendu. Votre présence montre, parce que vous êtes quand même 120 inscrits, alors il y en a quelques-uns qui ont dû rester... Regardez la fin du match, mais vous êtes quand même près de 120 inscrits à cette conférence ce soir, donc ça montre à quel point ce sujet vous interpelle, vous interroge et est important. Et nous aussi, en tant que collectivité, nous sommes concernés. Les rencontres Hermineo nous permettent d'en évoquer les contours, donc à l'occasion de cette semaine sportive autour du tennis. Et je vous souhaite donc une excellente soirée entre le tennis et la cybercriminalité, en souhaitant que nos intervenants vous apportent, sinon les solutions immédiates, au moins les axes ou les liens qui vous permettront de travailler sereinement. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à tous. François Chailloux, je suis le directeur d'Hermineo. Je voudrais d'abord remercier Quimper-Bretagne occidentale de nous permettre d'animer et de participer à cet événement dans un esprit de convivialité autour du sport, mais aussi sur des sujets qui sont très sérieux, vous l'avez compris,
avec la cybersécurité, avec l'intervention de l'ANSSI, qui va prendre la parole juste après. Donc je ne vais pas être long parce qu'on m'a demandé de faire très court. Moi, je vais juste vous dire quelques mots sur Hermineo, puisque, comme vous l'avez entendu, nous participons aujourd'hui sur le territoire à l'aménagement numérique depuis 2006. Hermineo, c'est une concession de 15 ans, qui a démarré en 2006. Avec quel objectif? Deux objectifs principaux. Le premier auprès du grand public. On a aujourd'hui 3500 abonnés sur Quimper, Bretagne occidentale, qui utilisent nos réseaux, nos infrastructures, pour surfer tous les jours sur le web. Donc le premier objectif, c'était apporter au grand public du haut débit en 2006. Deuxième objectif que nous avions en 2006, c'était permettre aux entreprises qui sont sur le territoire d'avoir des accès à des offres THD partout sur le territoire de Quimper, Bretagne occidentale. Donc aujourd'hui, c'est plus de 350 établissements qui sont raccordés à la fibre sur nos infrastructures et qui peuvent donc avoir accès à des services de haute qualité sur le périmètre de Quimper grâce, encore une fois, aux infrastructures d'Hermineo. Comment ça marche? Vous l'avez compris, nous on est opérateur d'infrastructures et on opère un réseau public qui a été financé à la fois par des fonds publics et des fonds privés. Et ce réseau fonctionne avec des règles très, très claires et très strictes sur des caractères de neutralité et ouvert à l'ensemble des opérateurs de services qui veulent l'utiliser. C'est plus de 20 contrats qui sont actifs aujourd'hui avec des opérateurs, donc des fournisseurs d'accès sur le territoire et qui peuvent du coup adresser des services à l'ensemble des entreprises. Parmi ces opérateurs, vous avez des acteurs nationaux, vous avez des acteurs internationaux et vous avez aussi des acteurs locaux. Je crois qu'on en a plusieurs dans la salle là, ce soir. Je pense à EasyCom, Exatel et Axians, d'après ce que j'ai pu comprendre tout à l'heure. Quelques chiffres pour finir sur l'apport sur le territoire donc de nos infrastructures. Hermineo a nécessité un investissement de plus de 7 millions, 4 millions en 2006. Mais cet investissement a permis de restituer sur le territoire environ 5 millions au travers d'une restitution de pouvoir d'achat pour les entreprises et pour les particuliers qui ont pu bénéficier de tarifications attractives et de montée de concurrence sur le territoire. Si vous avez 20 acteurs qui peuvent proposer des services, c'est mieux que 1, 2 ou 3. 170 km d'infrastructures ont été construites pour faire ces infrastructures très haut débit et pour desservir aujourd'hui plus de 35 zones d'activité sur le territoire de Quimper. Donc je le disais, 3500 abonnés foyers qui peuvent trafiquer, surfer tous les jours en grand public et 350 entreprises en fibre. Voilà, j'ai fait assez court. Je vais laisser la parole à l'ANSSI pour le principal thème là, qui vous intéresse ce soir. Mais avant, je donnerai la parole donc à la société Fiche de Guy Pava, à M. Orlac, qui va intervenir dans le cadre d'un témoignage pour démarrer cette soirée. Merci à tous. Bonsoir à tous, donc Frédéric Orlac, je dirige une jeune société, une société qui a 6 ans d'existence, qui est basée à Guy Pava dans le Nord Finistère. Alors d'habitude, on aime bien communiquer sur son entreprise, sur les choses positives qui se passent au sein et à l'extérieur de l'entreprise. Là, en l'occurrence, je suis ici, c'est parce que j'ai été victime, donc c'est moins glorieux, mais néanmoins, je pense que c'est important d'apporter aussi ce témoignage pour que chacun puisse se sentir concerné aussi, puisque finalement, nous, on avait quand même mis en place un certain nombre de choses pour sécuriser notre entreprise. Et on a été victime. Alors, ça s'est passé comment? Il faut remonter il y a 1 an à peu près, c'était au mois de janvier que ça s'est déroulé. Le cadre, on a une structure d'une douzaine de personnes avec des services qui sont structurés, une protection informatique qui avait été mise en place. Donc, on est à peu près rassurés. Mon activité, moi, c'est la conception, la distribution de leurres pour la pêche récréative. Je travaille beaucoup avec la Chine depuis les débuts de l'entreprise, mais même bien avant. Ça fait à peu près une douzaine d'années que je travaille avec la Chine, que j'y vais régulièrement, j'y ai vécu. Donc tout ça pour dire que je connais bien le pays, je sais quels peuvent être à peu près les risques, et voilà. Néanmoins, il s'est passé quelque chose.
J'ai un service achat, puis un jour, mon acheteur vient me voir pour me faire signer un ordre de virement. On n'a pas de raison de s'inquiéter, on le signe. Voilà, mon acheteur est en communication régulière avec nos fabricants, en l'occurrence un fabricant. Une petite quinzaine de jours après, mon acheteur vient me voir et me dit apparemment le fabricant n'a pas reçu les fonds. Il s'est passé quelque chose. Bon, on inspecte un peu plus tôt et on inspecte les documents que j'ai signés et on se rend compte que finalement il s'est parti sur un compte qui avait été changé. Alors c'est quelque chose d'assez courant avec la Chine puisque les entreprises chinoises, les chefs d'entreprise chinois ont l'habitude de jongler des fois avec leur compte personnel et le compte de l'entreprise. Alors, sans doute pour des raisons fiscales, je ne saurais trop en dire sur le sujet, ça les regarde, mais c'est quelque chose qui est assez courant et les changements de compte, lorsqu'ils nous le demandent, on n'est pas plus inquiet que ça. Ceci dit, pour la première fois, nous, on allait faire un paiement en dollars et puis donc on a reçu dans le mail l'information, c'est la première fois que vous payez en dollars, donc nous, on a un compte spécifique pour les paiements en dollars, donc faites ce versement sur ce compte-là. Bon, voilà, puis à cette époque-là, on est un peu dans le rush parce qu'on prépare la saison, on a absolument besoin que nos marchandises arrivent vite, donc on prend des décisions des fois rapides. Il n'y avait pas une procédure spécifique de contrôle ou de double contrôle sur ce genre de choses, puisqu'on en avait l'habitude. Et puis, on s'est rendu compte que nos 56 000 €, ils ne sont pas partis en Chine, mais ils sont partis sans doute au Niger via un compte HSBC, mais basé en Angleterre. Alors, 56 000 € pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est assez important quand même. Ça peut déséquilibrer l'activité de l'année, ça peut mettre même en péril quelques-uns de nos emplois. Alors, on a cherché un peu plus. Moi, j'ai pris contact avec la police judiciaire très vite, mais c'était déjà 15 jours après le fait. Donc, l'officier de police judiciaire de Brest a été très à l'écoute. Il m'a demandé de fournir les mails, les échanges de mails, et en affichant l'adresse IP complète, le détail de l'entête du mail. Et là, on a pu se rendre compte que les mails avaient été mis depuis le Niger. Donc, visiblement, on avait été victime d'un piratage, tout simplement de quelqu'un qui s'est mis entre mon fournisseur et mon acheteur, en imitant d'un côté le mail de mon fournisseur, avec un petit détail qui changeait, et puis de l'autre côté, le mail de mon acheteur. Donc, quelque part, ça faisait un triangle. Il recevait les mails de mon fournisseur, et donc il répondait aux questions de mon acheteur. Et mon acheteur posait d'autres questions ou avait d'autres exigences qui, par ricochet, étaient posées à mon fournisseur. Donc, en fait, il avait à la fois les pièces jointes, il avait le contenu, il nous donnait des détails qui nous semblaient complètement plausibles. Et ce travail-là, ça n'était pas d'une semaine au préalable. C'est un travail qui avait été commencé peut-être 2 mois, 3 mois avant qu'on soit victime. C'est-à-dire qu'il y a eu une mise en place d'une analyse de nos communications pour pouvoir poser par moment, et pas tout le temps, pour intervenir dans la discussion de façon tout à fait pertinente et compréhensible, quoi. Et voilà, donc on s'est fait avoir méchamment. Et donc la suite, c'est bien sûr une action tentée par la police judiciaire directement auprès d'Interpol en Angleterre pour essayer de savoir qui était le détenteur du compte. Mais il faut savoir qu'à ce stade-là, Interpol n'intervient que sous commission rogatoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire à partir du moment où un juge d'instruction est nommé. Donc on ne passait pas ce stade-là, et en l'occurrence, Interpol n'a pas donné suite. L'officier a également tenté une coopération avec les autorités du Niger pour tenter d'avoir aussi une aide de leur côté. Et pareil, là c'est resté sans suite. Donc les 56 000 € ne sont jamais revenus, ne reviendront jamais. Alors, suite à ça, on a réagi assez vite et puis on a mis en place une procédure administrative
parce que finalement, la protection informatique, c'est une manière de se protéger. Mais en fait, ce que j'ai compris de cette aventure-là, c'est que la première des protections, c'était aussi une grande rigueur dans l'administration de nos fonds, de nos débits, et puis surtout du contrôle des éléments qui sont comme ça, qui peuvent être changeants dans des relations de flux financiers entre des pays. Donc maintenant, je pense qu'on devrait éviter de se faire avoir une autre fois. Simplement, ça a été, on a mis toute l'année à absorber ce choc-là. C'est encore une fois extrêmement pénible parce que on sait que cet argent-là, il a circulé par l'Angleterre, peut-être par les États-Unis, avant d'aller je ne sais où, et que si on avait réussi à réagir plus vite, on aurait peut-être réussi à bloquer quelque chose, et encore. Donc voilà, ceci pour vous dire que soyez vigilants, c'est pas simplement des attaques informatiques, c'est aussi de l'ingénierie sociale, c'est des personnes qui arrivent à s'immiscer dans les communications, qui arrivent à peut-être percer une boîte aux lettres ou à tenter leur chance par simplement une fausse adresse mail et envers deux personnes, deux parties différentes qui interviennent l'une envers l'autre. Et puis si ça accroche, et voilà, après ça peut développer tranquillement jusqu'à commettre le forfait, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est assez simple, mais je pense que c'était important de témoigner ce jour. Merci. Pour ceux qui auront été attentifs, vous aurez remarqué que j'ai pris ma clé USB, que je l'ai mise sur l'ordinateur, et donc j'ai introduit un vecteur de menace potentiel. Je le dis en souriant parce que je ne sais pas à qui est l'ordinateur, mais ne craignez rien normalement. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci d'avoir eu le courage de venir par ce temps, j'allais dire ensoleillé, c'était une boutade de ma part. Je suis Eric Kazan, je suis le référent de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il me reste peu de temps pour vous brosser un panorama du contexte actuel. Je vais essayer de ne pas être trop anxiogène, parce que c'est ce qui est parfois reproché. J'entends beaucoup parler ces derniers temps du côté un petit peu anxiogène du sujet. Malheureusement, il n'est ni anxiogène ni plaisant. C'est simplement la réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. En premier lieu, je vais vous rapidement présenter l'ANSSI. Donc je rappelle, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui a été créée par décret en 2009. Donc nous allons fêter nos 8 ans cette année, sachant que l'agence existait précédemment déjà sous une autre forme. Ça s'appelait la direction centrale de la SSI et également précédemment, le service central de la SSI. Cette agence est rattachée directement au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, qui lui-même, comme vous pouvez le voir normalement sur la présentation, est rattaché au Premier ministre. L'ANSSI, retenez simplement cela, est donc un service du Premier ministre, ce qui est une grande commodité, notamment du fait de notre position interministérielle. Je veux dire par là que nous ne dépendons pas d'un ministère, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Défense ou autre, mais que nous dépendons directement du Premier ministre qui nous facilite très souvent la vie. Nous disposons de 2 sites à Paris, donc à l'Hôtel National des Invalides. C'est la photo du bas que vous devez voir normalement. Et puis nos équipes techniques sont dans le bâtiment ultramoderne qui apparaît également sur l'écran, qui s'appelle la Tour Mercure. Pour la petite histoire, je dispose donc d'un bureau à Paris et également d'un bureau à Rennes,
puisque j'étais un des premiers référents en région de l'ANSSI, et comme tel, l'ensemble des référents qui sont sur la France disposent d'un bureau normalement en préfecture. Actuellement, l'ANSSI est composée d'environ 500 personnes. À retenir simplement, ce qui est important me semble-t-il, c'est qu'avant tout, nous ne sommes pas un service de renseignement. Nous travaillons évidemment avec les services de renseignement, mais nous ne sommes pas, nous, une centrale de renseignement. Nous ne nous contentons, entre guillemets, que de défendre et protéger les systèmes d'information, ce qui est déjà une vaste tâche. Et les actions offensives sont menées par d'autres entités, notamment du ministère de la Défense. Les deux volets principaux des missions de l'agence sont un volet préventif, donc ce qui est appelé l'autorité de sécurité. Ce volet préventif se manifeste notamment par ce type d'intervention, donc de la prévention, de la sensibilisation, mais également par le fait de développer des produits et services de confiance pour les autorités gouvernementales, également de qualifier, de labelliser des services et des prestataires de confiance, de faire de la formation, de développer des solutions sécurisées, etc. Les missions de l'agence sont très vastes en réalité. L'autre pendant d'être l'autorité de sécurité en volet préventif, c'est que nous sommes amenés, parfois malheureusement, à devoir réagir lors d'incidents de cybersécurité majeurs. Alors, nous avons eu le cas notamment en 2015, puisque ce cas avait été médiatisé, de TV5 Monde. Probablement certains d'entre vous avaient entendu parler de cette douloureuse affaire pour TV5 Monde en tout cas, et c'est ce qui avait mis un petit peu les projecteurs sur l'agence, puisque une partie de mes collègues étaient intervenus dans les heures qui avaient suivi le sinistre à TV5 Monde. Pour attaquer le vif du sujet, un panorama des menaces et des risques. Alors pourquoi les menaces fonctionnent-elles de mieux en mieux et pourquoi les risques sont grandissants et croissants? La plupart du temps, les vulnérabilités sont nombreuses. Les attaquants utilisent des failles qui sont souvent très simples. Alors, Frédéric Orlac est témoigné, et je l'en remercie d'ailleurs grandement, parce qu'il n'est jamais évident de témoigner en tant que victime. Il a mis en évidence effectivement deux aspects qui sont ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Effectivement, c'est le fait que pour les attaquants de prendre connaissance du contexte de l'entreprise, notamment via les réseaux sociaux, mais également de pouvoir, à travers ou grâce à des outils techniques, pouvoir scanner typiquement les vulnérabilités d'un système d'information pour pouvoir déterminer quelles sont les vulnérabilités logicielles et donc éventuellement forger des outils d'attaque. Ce que l'on constate tout simplement, c'est qu'en premier point, les mots de passe généralement sont faibles, peuvent être partagés également entre plusieurs personnes de l'entreprise. On a de l'absence de cloisonnement entre les réseaux. Il faut savoir distinguer les réseaux, par exemple, bureautiques, des systèmes industriels pour ceux qui en possèdent. On a ce que l'on appelle également des privilèges élevés à des utilisateurs qui n'ont pas nécessité d'en avoir. Je pense notamment aux privilèges que l'on appelle les privilèges d'administration, donc qui sont des privilèges forts. On peut se poser la question de se demander pourquoi une secrétaire, par exemple, ou un salarié de l'entreprise dispose de droits administrateurs. Un grand laxisme dans la gestion des droits d'accès, un problème de défaut de surveillance, parce que là aussi, c'est toujours compliqué de donner des chiffres. J'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas de l'ANSSI. Vous verrez que la difficulté des victimes, notamment, c'est de se savoir victime. Très souvent, les victimes le constatent une fois que le préjudice a été causé. Donc il faut savoir qu'actuellement, on a probablement beaucoup d'entreprises, TPE, PME, ETI, qui sont victimes, qui ont des attaquants dans leur système d'information, mais qui ne le savent pas. Elles ne le savent pas pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de dispositif, notamment de détection. Évidemment, dernier point que je vais mettre en exergue, c'est le peu d'éducation, de formation qui sont délivrés autant aux salariés qu'aux citoyens de manière très large. L'importance du facteur humain est primordiale également dans ce type d'attaque, puisqu'il va permettre ou de renforcer ou d'affaiblir les dispositifs éventuellement mis en place. On a également un coût potentiellement de plus en plus élevé. Alors, au-delà du coût simplement financier qui était décrit par M. Orlac, effectivement, on peut se donner l'échelle d'une entreprise, 56 000 € pour une PME d'une dizaine de personnes, c'est conséquent, c'est très lourd. Avant tout, on va avoir par exemple une détérioration de l'image. Je reprends le cas de TV5 Monde. TV5 Monde, ça a été médiatisé. Il faut savoir que les attaquants ont donc empêché la diffusion du signal, mais ont également pris le contrôle des réseaux sociaux de TV5 Monde et ont pu communiquer des messages très dégradants pour l'entreprise. Les dommages techniques, je les ai évoqués. Ça peut être également, évidemment, de la perte d'informations, notamment au travers de ce que l'on appelle l'espionnage ou le cyberespionnage,
de la désorganisation, et les plus grandes inquiétudes que l'on nourrit vis-à-vis des enjeux liés à la cybersécurité concernent des destructions potentielles sur des sites industriels ou au travers d'infrastructures, sur des infrastructures de type transport, du type santé, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe au moins des preuves de concept, si ce n'est des attaques réussies. Je repense par exemple à l'Iran en 2011. L'Iran, qui a développé un programme d'enrichissement nucléaire, comme vous le savez probablement, a subi une attaque conséquente qui est venue détruire physiquement les centrifugeuses, une centaine de centrifugeuses de ces installations sur un des sites nucléaires. Donc, les attaques informatiques ont des conséquences concrètes aujourd'hui dans le monde. Un rapide exemple, et ils sont très nombreux, concernant une PME de la région de Pau. Alors, je n'ai pas voulu faire un exemple typiquement breton, mais il y en a un juste après, où on peut voir que, voilà, conséquences concrètes sur une PME, 23 salariés au chômage. Alors, ça, c'est un point qui me semble important également à mettre en exergue, c'est le fait que ce n'est pas quelque chose de totalement virtuel, plus du tout. C'est la cybersécurité où les enjeux, les risques qui sont liés à ce thème ont des conséquences concrètes, notamment en termes d'emploi. C'est ce qui fait que nous sommes de plus en plus vigilants, l'État, et c'est ce qui fait que nous communiquons de plus en plus pour vous inciter les uns et les autres à être vigilants dans un premier temps, et également à prendre des mesures. Un exemple plus près de nous, et je regrette qu'aujourd'hui la Sabella ne soit pas parmi nous, c'est un bon exemple. Pourquoi ? Parce que là aussi, l'entreprise a décidé de communiquer sur l'attaque qu'elle avait subie, donc ça c'est un point plutôt positif. Ça démontre également que l'hydrolienne, cet énorme équipement, donc il y a un système industriel qui était en phase d'expérimentation en 2015 dans le Fromveur, vous savez, le courant qui est au large d'Ouessant. Je prends toujours l'exemple de dire on est sur une île, ça paraît isolé, pas du tout. Voilà. Donc on a l'exemple typique où une station de supervision qui servait à l'expérimentation de l'hydrolienne a subi un rançongiciel, c'est le terme consacré, vous savez, ces petits programmes qui viennent chiffrer les données et qui, contre paiement d'une rançon, viennent débloquer en fait la machine, en tout cas l'ordinateur qui en a été victime. En ce qui concerne les attaquants, très rapidement, on peut schématiquement les classer leur motivation et les profils de plusieurs catégories. Le premier point, et c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est les aspects financiers. Il y a de la cybercriminalité parce que ça génère énormément d'argent. L'autre point, on l'a vu notamment malheureusement suite aux attaques Charlie en janvier 2015, ce sont des motivations idéologiques. C'est beaucoup le cas, même si ça baisse d'intensité sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter ou à Facebook, par des personnes qui supportent une idéologie extrémiste, djihadiste, de Daesh par exemple. Il existe évidemment des unités spécialisées étatiques, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais de plus en plus de pays se dotent effectivement de ce type d'entité parce que ça nécessite peu d'argent en investissement et par contre ça peut avoir, comme je le disais, des conséquences très importantes sur les pays qui seraient victimes de ce type d'attaque. Les attaquants également peuvent le faire de manière ludique, tout simplement, pour prouver ou se démontrer des capacités assez exceptionnelles. Le côté ludique jeu existe toujours, même s'il est moins conséquent qu'il ne pouvait l'être dans les années, par exemple, 80-90. La motivation technique, c'est un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire que nous avons plusieurs centaines de pirates, des hackers comme on les appelle, qui sont des pirates chevronnés, donc des gens qui ont de multiples compétences en matière d'informatique, qui vendent leurs services aux plus offrants sur la cybercriminalité, voire parfois des États. Et c'est ce type d'attaquants qui génèrent la plupart des attaques actuelles dans le monde. Et puis, un type de profil qui n'est pas à négliger, puisqu'on le voit quand même croître ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la motivation dite pathologique, mais en tout cas, c'est un phénomène de vengeance. On s'en aperçoit de plus en plus, on a des cas, notamment en Bretagne, de salariés mécontents ou qui ont eu des affres avec leur direction, par exemple, et qui vont venir soit capter, exfiltrer des données de l'entreprise, voire venir saboter éventuellement des documents. C'est des cas qui se rencontrent de plus en plus. En ce qui concerne les finalités poursuivies, l'espionnage, je l'ai parlé, alors ça c'est quelque chose qui se pratique depuis de nombreuses années. Quels que soient les attaquants, ils récupèrent énormément d'informations, énormément de données, ils ciblent souvent les savoirs et les savoir-faire, les brevets par exemple, tout ce qui concerne l'innovation, parce que l'innovation, je le disais avant, c'est lié aux emplois, c'est les emplois d'aujourd'hui, mais c'est aussi les emplois de demain. La cybercriminalité que j'ai évoquée, ça peut être également de l'agitation de propagande, ce que l'on appelle un terme un petit peu barbare du prépositionnement stratégique. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a observé à l'ANSSI ces derniers mois, quelque chose de relativement inquiétant. C'est-à-dire qu'on a vu des attaquants, quels qu'ils soient, pénétrer des systèmes d'information, être dans ces systèmes d'information d'entreprise notamment, et ne rien y faire.
Donc ça pose question. Et on peut se demander justement s'il n'y a pas éventuellement une volonté d'être dans des systèmes d'information qui sont souvent pas des systèmes d'information anodins, hein, ça concerne vraiment des grandes entreprises qui peuvent avoir des activités liées à la défense par exemple, se dire qu'en cas de conflit par exemple, ce serait de pouvoir déclencher des charges ou de pouvoir pénétrer les systèmes d'information très facilement et donc venir entraver, perturber les activités. Le sabotage et la destruction qui sont plus ou moins liés, au travers de l'exemple de Stuxnet hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, savoir que c'est le premier cas avéré sur Terre, ça date de 2011, et vous savez, enfin, à l'échelle du numérique, 2011, c'est quasiment la préhistoire. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, les attaquants ont continué de progresser et de s'affiner du point de vue méthode et méthodologie. Quelques chiffres, je n'insisterai pas parce je pourrais passer plusieurs minutes dessus, simplement à retenir, même si ce n'est pas des chiffres de l'ANSSI, que le coût estimé de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, ça commence à être un peu avoir du poids puisque c'est estimé à 0,11% du PIB. Alors le PIB, je me suis renseigné, en 2015 de la France était aux alentours de 2100 milliards d'euros, ce qui est conséquent. Et là, ça concernerait environ 3 milliards d'euros, sachant que c'est ce qui est estimé sur des déclarations. Donc on peut supposer qu'en réalité, les coûts sont supérieurs, largement supérieurs. En ce qui concerne les tendances, malheureusement, je n'ai pas que des bonnes nouvelles à ce stade, hein, j'en aurai peut-être ensuite au fil de ma présentation. Ce que l'on observe, c'est que le nombre global de cyberattaques ne fait qu'augmenter. Ça, c'est une tendance très lourde, une tendance de fond. Les motivations des attaquants demeurent quasiment les mêmes à ce stade, donc elles sont en premier lieu financières, mais pas que. Que les cibles sont changeantes, que les technologies, les usages, comme on peut le voir, évoluent très fortement, mais que les attaquants s'adaptent également. On a ce que l'on appelle, et c'est notamment lié au point suivant, à l'Internet des objets, l'augmentation de ce qu'on appelle la surface d'attaque ou d'exposition disponible. Ça, c'est assez dramatique parce que déjà que globalement les systèmes d'information sont très exposés, le fait d'ajouter de nouveaux objets connectés, du quotidien notamment, ne va faire que décupler cette surface d'attaque disponible aux pirates. Avec cette petite mini-conclusion à ce stade, de se dire qu'il faut se préparer, c'est ce qu'on fait à l'ANSSI notamment, hein, à se préparer à des cyberattaques qui seront toujours plus nombreuses et qui auront toujours des impacts encore plus croissants dans la société. On va arriver au stade des bonnes nouvelles, normalement, hein. C'est que face à ce panorama extrêmement noir, très anxiogène, nous avons quand même des réponses, hein. C'est la mission de l'agence, hein, notamment. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais l'ANSSI, nous sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Et vous allez voir que d'une administration centrale, nous devenons une administration qui couvre l'ensemble du territoire, d'où ma présence ce soir, hein, le fait de m'occuper de la région Bretagne, et le fait de se préoccuper non plus seulement des autorités gouvernementales, des ministères ou des opérateurs d'importance vitale, mais également de se préoccuper de l'ensemble du tissu économique de la France, mais également des citoyens. En premier lieu, c'est juste pour votre information, sachez qu'il existe une stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui a été présentée en octobre 2015 par le Premier ministre. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on pourrait là aussi en parler longtemps. Simplement, un des axes de cette stratégie nationale concerne l'information au grand public. Je vais y revenir à la fin de ma présentation. Il existe également une loi de programmation militaire qui a été votée en décembre 2013 et qui embarque, c'est la première fois, qui embarque un chapitre entièrement dédié à la cybersécurité et qui impose des règles à nos opérateurs d'importance vitale. C'est également une grande première puisque la France est le premier pays au monde à imposer à un certain nombre de ses entreprises des règles et des mesures en matière de cybersécurité. Très rapidement également sur le dispositif de l'ANSSI en région. Les zones en bleu sont les régions actuellement couvertes ou dotées d'un référent. Nous espérons doter l'ensemble de la métropole d'ici la fin d'année, très rapidement. Donc ma mission est de porter l'ensemble des missions de l'agence en région, et également d'être l'animateur de réseaux, de différents réseaux, que ce soit vers les dirigeants, les chefs d'entreprise, mais également faire des interventions publiques comme aujourd'hui. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Donc la mission des référents en région est extrêmement conséquente. L'une des missions également de l'agence, c'est d'informer et de recommander des bonnes pratiques. C'est accessible à tous sur le site de l'agence, ssi.gouv.fr. Vous trouverez de nombreux documents. Alors, il n'y a pas besoin d'être un super expert technique pour les consulter. D'ailleurs, vous en avez un qui vous a été remis normalement, qui est un de nos plus grands succès, qui est le guide des bonnes pratiques de l'informatique, qui recense 12 bonnes pratiques en matière de sécurité numérique.
Le premier guide à gauche, je viens de le mettre parce qu'il vient d'être actualisé, c'est le guide d'hygiène informatique, puisque c'est un terme un peu consacré dans notre métier. Il vient d'être actualisé, il comporte 42 règles. Là également, je vous invite à aller le consulter sur le site de l'agence. Un petit passeport de conseil aux voyageurs, puisqu'effectivement, le fait de se déplacer, notamment avec nos ordinateurs, nos smartphones, et de ne pas prêter garde aux propos, par exemple, qui sont tenus dans un TGV, dans un lieu public, il y a certaines règles et des mesures simples à mettre en place qui sont dans ce guide. Alors que faire en cas de cyberattaque? Surtout ne pas paniquer, ça c'est le premier point que je peux vous indiquer. Évidemment, je sais que c'est très désagréable. Sachez que vous pouvez, en fonction, alors surtout si vous êtes une entreprise, même si vous êtes une toute petite entreprise, c'est vous adresser en premier lieu au service du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est la gendarmerie ou la police nationale en fonction de la zone géographique concernée. Normalement, chaque brigade de gendarmerie ou chaque commissariat dispose d'un spécialiste qui a été formé à ces questions. Donc ça, c'est le premier point, il faut savoir que cela existe. Ensuite, le logo que vous voyez apparaître en haut, qui s'appelle ACIMA, est un dispositif qui vient d'être annoncé la semaine dernière lors du Forum international de la cybersécurité à Lille et qui est une plateforme d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Cette plateforme s'adressera autant aux petites entreprises qu'aux citoyens. L'idée, c'est simplement de pouvoir aiguiller une victime, quelle qu'elle soit, au travers de démarches, en lui disant, voilà, vous avez été victime, voilà les premières mesures à prendre, voilà qui vous pouvez contacter, notamment en termes de prestataires informatiques, par exemple, et voilà les démarches, jusqu'à du dépôt de plainte, par exemple, que vous pouvez effectuer. Pour conclure, si je suis dans les temps, normalement, ouais, c'est pas mal. Alors le premier point à retenir, c'est que ce qui paraît au commun des mortels comme un sujet éminemment technique, l'est évidemment, mais ce n'est pas qu'un sujet technique. La cybersécurité, c'est avant tout un sujet comportemental. Ce pourquoi on insiste généralement sur le fait que les bonnes pratiques, le comportement, ce que j'ai appelé l'hygiène tout à l'heure, peuvent effectivement déjouer une attaque ou au contraire l'aggraver. Donc c'est un sujet comportemental dans un environnement qui est technologique, mais qui est également juridique, mais qui est aussi organisationnel. Ce qui en fait un sujet extrêmement complexe, j'en conviens. Petit trait d'humour pour terminer, comme vous voyez, je l'espère, sur la photo, c'est cet exemple très simple d'une porte, vous savez, dans toute entreprise ou tout lieu public comme ici par exemple, qui doit être fermée normalement, qui n'est à ouvrir qu'en cas d'évacuation par exemple. Donc du point de vue technique, on a la barre qui permet d'ouvrir la porte et de la refermer automatiquement. On a bien une affiche qui rappelle que cette porte doit toujours rester fermée, donc c'est un peu les aspects de réglementation, les aspects juridiques, et puis l'aspect humain, qui est voilà, la force ou la faiblesse, qui a simplement bloqué la porte avec une canette de soda, me semble-t-il. J'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour. Allô, allô. Allô. Oui, on m'entend? Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Pierre Lacoste, Société Courant d'Ouest à Quimper. Quelle est votre recommandation si on subit une attaque et qu'il y a une rançon qui est demandée? Faut-il payer cette rançon ou ça sert jamais à rien de la payer? C'est une question qui nous revient très souvent et je vous remercie de l'avoir posée. Généralement, on incite plutôt à ne pas payer la rançon. Pourquoi? Parce que c'est alimenter un système criminel, tout simplement. Ça, c'est la théorie. On sait simplement que dans la pratique, notamment pour un citoyen ou une petite entreprise, ne pas payer la rançon, essayer de réparer le dommage, ça peut prendre plusieurs jours. Et plusieurs jours d'inactivité pour une entreprise, c'est juste pas possible. Alors, une simple recommandation, notamment par rapport aux rançongiciels, c'est d'avoir toujours des sauvegardes, et il y a toujours des sauvegardes très récentes. C'est ce qui doit vous permettre normalement de repartir, même si votre poste est totalement chiffré. Au-delà de ça, ce type d'attaque par rançongiciel, peu de choses à faire, hormis de la vigilance, ce que je disais, disposer de sauvegardes, et puis si ça vous arrive, ne payez pas la rançon, puisque vous aurez des sauvegardes et vous pourrez réinstaller votre poste informatique. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je vais essayer de ne pas crier. Romain Massé, je suis chez les cafés Coïc, dont le métier c'est de torréfier le meilleur café de Bretagne, vous êtes au courant.
Non, alors je vous le dis. À proprement parler, je suis salarié d'un groupement d'employeurs et j'ai la chance de pouvoir travailler dans plusieurs petites entreprises. Et le constat que je fais, c'est que un entrepreneur, il a le choix entre manager tout seul le risque numérique ou faire appel à des prestataires avec lesquels il y a d'une part le problème du coût, ensuite le problème de la relation qu'on peut avoir avec ces prestataires, et puis la connaissance des prestataires, des pratiques de l'entreprise. Et au sein du groupement d'employeurs Cornwallia, on va proposer le mois prochain un autre dispositif, une espèce de troisième voie, qui consiste à partager les compétences et les expériences des entreprises adhérentes et de mettre en place donc un dispositif à la fois qui permettrait de diagnostiquer, d'accompagner l'entreprise dans une démarche de sécurisation et notamment d'axer sur la formation et la pédagogie envers les salariés. Je voulais savoir si c'était un dispositif qui vous semblait viable et si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, en tout cas dans la région. Alors, merci de nous faire savoir, de nous informer de cette initiative qui est effectivement, que je trouve très positive, clairement. Au-delà de cette initiative, on entendra probablement parler dans les mois qui viennent, moi j'ai 2 messages à faire passer. Le premier, c'est de dire que être attaqué, ce n'est pas une maladie honteuse. Ça peut concerner tout le monde, ça concerne déjà beaucoup de monde, et le mieux, c'est de communiquer, effectivement, de s'adresser à ses pairs notamment, ou aux services compétents, voire même au référent de l'ANSSI que je suis, par exemple, pour la Bretagne. Ce type d'initiative, je ne sais pas si elles seront amenées à se développer. Nous, en tout cas, on est très fervent qu'elles se développent en région, parce que, au-delà des dispositifs, notamment de prestataires qualifiés qu'on peut avoir sur l'ensemble de la France, on sait que la plupart des entreprises travaillent toujours avec des acteurs de proximité. Donc effectivement, les initiatives locales doivent être encouragées. Après, je n'ai pas de remarques particulières. On pourra se rencontrer d'ici quelques mois et puis on verra où vous en êtes. Vous m'entendez ? Moi, j'ai un petit commentaire parce que je suis aussi adhérent d'un groupement d'employeurs et j'ai donc en mon sein une personne qui est partagée entre mon entreprise et une autre. Et lorsque ça nous est arrivé, elle m'a raconté à peu près dans l'autre entreprise qu'elle a fait, c'est ma RAF en fait, elle a failli se faire avoir aussi pour une somme qui était encore bien plus importante, aux alentours de 100 ou 200 000 euros. Et elle était à 2 doigts d'appuyer sur le bouton et c'est un de ses clients qui l'a alerté sur l'incongruité d'un événement qui aurait pu déclencher cette arnaque. Et moi, à titre pratique, je trouve ça intéressant, cette démarche. D'ailleurs, je suggérerais l'idée au groupement d'employeurs dans le Nord Finistère, parce que des petites entreprises comme les nôtres, on n'a pas forcément la possibilité d'embaucher quelqu'un en permanence pour nous aider à construire notre, pas système d'information, mais en tout cas notre gestion informatique au sens large du terme, quoi. Donc on fait appel effectivement à des prestataires, mais il y a à mon sens tout un travail de procédure, d'analyse, d'audit, et moi je pense que je serai consommateur de ce genre d'emploi partagé ou de prestations qui pourraient servir à plusieurs entreprises pour effectuer une veille ou en tout cas mettre en place des éléments de sécurisation, quoi. Donc à titre personnel, je trouve que c'est très intéressant. Bonsoir, je suis désolé, 2 questions un peu techniques, je m'excuse d'avance. Concernant les processeurs FGPA et concernant les ordinateurs quantiques et l'imbrication quantique avec ses possibles applications et puis conséquences, quoi. J'ai pas entendu la gamme de processeurs que vous avez évoquée. Les FGPA, système de processeurs modulaires qui en gros peut être reset et on en fait ce qu'on veut, contrairement à des processeurs actuels. Alors, je ne les connais pas personnellement. Excusez-moi. Pourquoi j'évoque ça ? Parce qu'il y a des problèmes de backdoor dans le hardware a priori. J'ai pas bien entendu. La problématique en hardware, Ouais. le matériel informatique, contiendrait, contrairement, enfin pas que les logiciels, qui est le software, mais le hardware contiendrait aussi des backdoors, des systèmes de reconnaissance et
d'identifiants. D'accord. Les FGPA, pour y répondre, c'était ma première question. Deuxième question, c'est sur les ordinateurs quantiques en développement, l'imbrication quantique et ses possibles implications. D'accord. Je ne vais pas noyer le public de termes techniques et d'échanges techniques. Je vois parfaitement à quoi vous faites allusion. On va reprendre de la hauteur, simplement dire qu'effectivement, il y a des évolutions sur des plateformes tant matérielles que logicielles, hein, RPGA, FPGA, etc. et tout, avec des briques de confiance beaucoup plus fortes. La philosophie qu'on a à l'ANSSI est plutôt de considérer l'ensemble des éléments et pas se reposer simplement sur un élément de confiance, notamment technique, mais de concevoir les systèmes dans ce que l'on appelle une défense en profondeur. Et c'est pourquoi je terminais ma présentation tout à l'heure en évoquant justement les aspects techniques, mais également les aspects organisationnels et juridiques. Je sais que ça ne répond pas à votre question, mais simplement pour vous dire que effectivement, ce sont des voies d'intérêt que l'on observe, même que l'on regarde de très près, que ce soit l'informatique quantique par exemple. On attendra quand même que les technologies soient plus à maturité et plus utilisées peut-être notamment par les administrations pour vérifier qu'elles sont compatibles avec nos exigences en matière de cybersécurité justement. Je monopolise. J'avais une deuxième question sur le quantique. Et du coup, pour vous répondre sur FGPA et votre observance, je vous répondrai Lenovo et Microsoft. Nous n'avons pas de position partisane, quel que soit l'éditeur, le fondeur ou peu importe en tout cas. C'est que de toute façon, l'ANSSI est plutôt vue comme une agence neutre dans le sens où nous rendrons, et nous avons toujours rendu jusqu'à présent, des avis techniques indépendants, motivés et rationnels. Donc, quelle que soit la technologie, quel que soit l'éditeur, le travail de considération des éléments techniques sera toujours le même en réalité. Bonsoir. Bonsoir. Baptiste Simon, je suis co-gérant de la Société Libre Informatique à Quimper. J'ai une question qui me taraude un petit peu et qui est un peu plus accessible que la question des ordinateurs quantiques et de leur capacité à pouvoir casser des algorithmes très complexes de cryptage et de chiffrage. On est confronté, notre spécialité c'est la billetterie informatique, donc l'accueil de public dans des lieux contrôlés, sur lesquels il y a du coup de plus en plus de dématérialisation, et on se rend compte que sur certains dossiers sur lesquels on nous sollicite, les usages actuels sont essentiellement, tournent assez facilement sur en gros la transmission numérique de billets électroniques, donc avec lesquels un simple flash, un simple scan permet l'entrée dans des lieux réservés. Donc ces transmissions-là se font la plupart du temps, ça arrive que ces transmissions se fassent par mail sous forme de pièces jointes, et en l'occurrence on a pu constater que l'usage de boîtes mail comme Gmail par exemple étaient des outils largement diffusés. Et donc ça amène, c'est une petite introduction qui amène à la question de la sécurité, non pas directement des systèmes d'information, mais de tous les outils qui sont aujourd'hui à la disposition des entreprises et des particuliers autour des réseaux sociaux, autour des plateformes, pour la plupart hébergées au moins en grande partie aux États-Unis, au moins répliquées aux États-Unis, sur lesquelles on peut tous connaître la question du Patriot Act, par exemple, qui implique que les données sont accessibles à l'État américain en cas de demande et en cas de soi-disant urgence. Mais c'est à l'État américain que revient la question de définir ce qu'est une urgence. Donc, quelle position... Alors déjà, qu'est-ce que vous connaissez du paysage breton français sur la question, et quelles sont les positions, quelles sont les positions ou les recommandations de l'ANSSI à travers elle, du gouvernement, sur ces questions qui, pour moi, sont des questions de sécurité majeures et non pas de risque de pénétration, mais bien des questions où il y a déjà de l'information qui est partie, quoi. Merci. Effectivement, ce pourquoi on promeut toute une offre de services et de produits de confiance, c'est effectivement pour permettre de faire disposer aux entreprises notamment des éléments techniques ou autres qui leur permettront de stocker par exemple leurs données ou de les traiter dans un environnement de confiance. Effectivement, on observe, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, de trop nombreuses entreprises ou entités publiques, qui ne sont pas forcément toujours bien équipées, utiliser des outils gratuits. Alors, vous savez la fameuse phrase, quand vous utilisez un produit gratuit, dès que c'est gratuit, vous êtes le produit. Alors il y a cette notion déjà de marketing qui est associée
au fait d'utiliser des produits Google, mais pas que, hein, Facebook ou autres. Vous avez mis l'accent effectivement sur la loi américaine qui permet, en cas de réclamation d'un juge, effectivement, de pouvoir accéder à des données ou d'une entreprise ou d'une personne en particulier. Ouais, tout à fait. Donc il faut savoir que c'est une possibilité spécifique à la loi américaine, quel que soit l'endroit d'ailleurs où sont hébergées les données. Ce n'est pas parce que les données seraient hébergées en France, par exemple, dans un data center d'une entreprise américaine, quelle qu'elle soit, que le juge n'a pas le droit de réclamer ces données. Donc on est effectivement plutôt vigilant, même très vigilant sur ces aspects de souveraineté. Et la seule réponse qu'on a trouvée, la seule parade, parce qu'on ne peut pas imposer, hormis à nos opérateurs d'importance vitale, on ne peut pas imposer le fait qu'ils aillent vers un cloud de confiance, par exemple, c'est de promouvoir des produits et des services de confiance. Et j'en veux notamment, pour exemple, le fait qu'il existe depuis le mois de décembre 2016 une offre de cloud, d'informatique en nuage, qualifiée, avec les premiers prestataires qualifiés, français évidemment, mais au-delà du côté français, ça pourra être aussi à terme des prestataires européens. Donc effectivement, oui, nous sommes sensibles à la question, oui, nous voyons de mauvaises pratiques en la matière, souvent pas parce que les personnes le font volontairement ou consciemment, mais parce qu'elles disposent d'outils puissants, gratuits, sans savoir les risques qui y sont associés. Il nous reste une petite minute. S'il y a encore une dernière question avant de clôturer la séance. Moi, j'ai une question parce que c'est vrai que j'ai vu dans le premier slide que le premier facteur de risque, il était humain et dans l'attention qu'on portait à sécuriser son environnement, son propre environnement. Aujourd'hui, on a des accès à plein d'applications avec des mots de passe en pagaille. Où est-ce qu'on stocke ces mots de passe ? Là aussi, il existe des outils. Alors, il existe des outils gratuits que je ne vais pas recommander évidemment, qui sont des coffres-forts numériques qui vont permettre de stocker l'ensemble de vos mots de passe. Il existe là aussi un coffre-fort numérique qui a été qualifié par l'ANSSI, qui s'appelle KeePass. Vous le trouverez d'ailleurs sur le site de l'agence, et qui permet justement, de manière tout à fait en confiance complète, de mettre vos mots de passe par application et de disposer d'un seul mot de passe pour protéger l'ensemble de ces mots de passe. Et c'est une application dont la confiance est très grande. Voilà. Très bien. Je remercie vraiment Monsieur Hazan de sa présentation, ainsi que Monsieur Orla pour son intervention. Et je vous propose de poursuivre ces échanges autour d'un verre d'une manière moins formelle. Et puis ensuite, bon match en sécurité pour toute la soirée. Merci, au revoir. Merci.